Hello, nous allons parler du rayonnement. Alors, je vais distinguer trois types de rayonnement. Le rayonnement d'action, le rayonnement affectif et puis le rayonnement silencieux. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il lorsque je parle de rayonnement? Eh bien, c'est cette contamination, cette extension, ce partage qui se produit entre les êtres humains et même entre l'être humain et la nature du fait de notre présence. Ça peut être bien sûr, donc pour partir sur le premier point, lorsqu'on fait quelque chose. Par exemple, il y a quelques siècles, on a inventé la mécanique, et en particulier par exemple le transport mécanique, avec le train, les machines à vapeur, les voitures, puis plus tard l'avion, la fusée bien sûr. Et donc tous ces modes de transport ont transformé le visage de la société, de la planète et en globalité de la civilisation humaine. Donc le rayonnement de certains chercheurs, de certains acteurs de notre société se voit à travers leurs actions. Donc ce rayonnement d'action, c'est celui de nos gestes, de nos actes, c'est-à-dire que tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va posséder et créer, va impacter soit localement, soit de manière plus globale, les autres. Donc par exemple, au sein d'une famille, je vais proposer à mes enfants de faire des études, et moi-même n'ayant peut-être pas eu la capacité d'aller très loin dans mes propres études, je vais essayer de leur offrir cette chance-là. Et ces jeunes qui vont, eux, persévérer dans le travail scolaire, vont pouvoir accéder peut-être à des postes intéressants, à des fonctions bien rémunérées bien sûr, mais surtout épanouissantes, intellectuelles, satisfaisantes, et aussi qui auront un rayonnement sur la société. Par exemple, un poste d'ingénieur, un poste de responsable administratif, peut-être un poste politique, des choses qui peuvent changer le visage de notre société et qui peuvent vraiment apporter du service, de l'aide, avoir quelque chose de positif, de concret pour les autres. Donc ça, c'est ce que j'appelle le principe du rayonnement d'action. C'est-à-dire que les gestes que l'on va faire dans le quotidien ou les gestes qu'on va faire dans notre vie vont aider, apporter, transformer, peut-être aussi parfois dans un sens négatif bien sûr, puisque si on pense recherche, on va voir que souvent ça va dans la direction militaire bien sûr, et que ce rayonnement peut avoir un impact dans un sens positif ou dans un sens négatif, mais dans tous les cas c'est un rayonnement. Il n'y a pas de jugement sur ce que produit ce rayonnement, c'est mon action, peut-être ce que certains vont appeler le karma, ce qui est tout à fait juste dans le sens du karma yoga, c'est-à-dire que j'agis et mon action a une réalité. Cette réalité va se définir par un ensemble de manifestations. On peut prendre dans les choses positives, par exemple le confort matériel, par exemple avec la nourriture, le fait de pouvoir manger sans avoir à crever la dalle et puis dépendre de la météo, m'abriter aussi, ce confort matériel qui fait que avec les éléments extérieurs je vais plus être soumis à ces aléas, les conforts du transport comme j'ai cité au départ, ça peut être d'autres conforts. Et puis les choses un peu plus dépréciables comme par exemple de ce fait-là l'injustice sociale, puisque si j'ai beaucoup d'argent, j'ai souvent accès à des services et des fonctionnalités que d'autres n'ont pas sous la main. J'ai aussi bien sûr le développement d'outils dangereux pour l'humanité, donc bien sûr on va penser aux armes nucléaires par exemple, mais aussi au nucléaire tout court, puisque la pollution nucléaire ou la pollution des plastiques et de toutes les pollutions en général, c'est quelque chose qui nous touche tous aujourd'hui, et donc ce rayonnement d'action va pouvoir donner une évolution particulière à nos sociétés. Et donc ici, on voit que ça donne aussi une globalité, puisque ce n'est plus un homme et un ensemble d'hommes sur la planète, dans une région définie du globe. Maintenant, c'est vraiment ça se partage, ça se lie à toute l'humanité entière. Et donc, quand une personne va proposer son invention, elle va toucher l'ensemble des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment un rayonnement qu'on a vu, qui a évolué bien sûr avec la mondialisation, mais qui nous touche vraiment. Et donc,
quand on va pouvoir développer sa propre originalité, on va peut-être penser à une échelle peut-être plus modeste, mais lorsque vous choisissez de proposer vos idées, de partager quelque chose de vous-même, enfin de vous-même entre guillemets, en tout cas qui vient de votre tête, eh bien, ou de votre cœur, de vos mains, vous allez toucher un ensemble. Donc c'est ce qu'on va voir peut-être comme une sorte de web, c'est-à-dire de toile, qui fait un réseau, qui crée un réseau. Et ce réseau va toucher d'une énergie qui va s'étendre, se répandre, se globaliser, même peut-être localement, par exemple dans un fonctionnement associatif. Donc vous allez voir que si un ensemble de personnes se mettent ensemble pour, par exemple, protéger la nature, eh bien il y a ce rayonnement qui va faire que peut-être d'autres cœurs, d'autres âmes vont être concernés, et vous allez avoir cet espoir, ce développement qui va pouvoir se développer au sein d'une communauté. Et donc on voit ces dernières années beaucoup de création de villages écologiques, autonomes, en tout cas de rassemblements de personnes qui désirent vivre autrement par rapport au fonctionnement habituel en société, en tout cas dans les sociétés occidentalisées. Donc c'était quelque chose que je trouve très intéressant, qui est un développement de l'énergie, hein, et qui est un rapport énergétique avant tout, entre êtres humains, qui révèle aussi un fonctionnement communautaire, qui peut-être a été abandonné, en tout cas délaissé fortement dans nos sociétés modernes, dépendant bien sûr des nécessités, puisque comme on est plus fort en groupe que tout seul, on se rassemblait avant pour pouvoir pallier aux nécessités du quotidien. Ici, avec le développement des outils comme la voiture, les machines qui permettent de se débrouiller seul, même si finalement on a besoin de l'autre qui crée cette machine pour nous, mais on a une certaine autonomie, une certaine indépendance qui peut être fictive pour certains, puisque finalement on est dépendant de la machine, et on voit en particulier l'addiction par exemple aux écrans, et le fait que si on n'a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est un autre débat, mais c'est intéressant de voir que lorsqu'il y a un apport, il y a toujours aussi un retrait. Lorsqu'on gagne, lorsque je gagne, je perds aussi. Et ça c'est inévitable. On peut pas avoir un progrès dans un sens et avoir une régression dans un autre. Par exemple, il y a quelques centaines d'années aussi, les gens étaient peut-être plus intuitifs dans le sens où, n'ayant pas accès à la technologie, n'ayant pas accès à la culture, ils devaient dépendre de leurs connaissances pratiques. Et donc, par exemple, l'agriculteur qui n'avait pas Monsieur Météo sous la main, il devait faire confiance à son expérience, à ses connaissances peut-être transmises de génération en génération, et puis à son bon sens. S'il avait l'impression que le climat allait se détériorer, c'était vital et nécessaire pour lui de le ressentir et de l'intuiter, comme on dit. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins important, puisqu'on a des stations de météorologie qui nous disent quel temps il va faire. Et on a des appareils qui nous permettent, bien que les connaissances puissent être toujours transmises, mais je pense que peut-être aujourd'hui ces connaissances ont tendance à disparaître, en tout cas elles peuvent être menacées par la technologie. Donc vous voyez, on gagne d'un côté mais on perd de l'autre. Donc certains peuvent avoir envie de retrouver ces connaissances, cette manière de fonctionner. Je pense qu'il est intéressant de garder quand même un contact avec nos capacités naturelles et de maintenir ces connaissances ancestrales. Voilà, mais comme je disais, ça c'est un autre débat. Donc ça c'est pour le premier rayonnement qui est naturel, on va dire, puisque c'est le fonctionnement de nos sociétés, de nos communautés humaines, qui fait que forcément nous développant, on va aller dans un sens. Bien sûr, on peut voir que dans certains cas, les populations ont choisi une certaine continuité, une certaine maintenance de leur mode de vie, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi l'option de développement technologique, et du coup ont continué à vivre comme il y a des centaines voire des milliers d'années, mais de ce fait-là, on n'explore pas les possibilités du monde. Donc je pense que personnellement, c'est intéressant de travailler dans le sens de la science. Maintenant, il y a toute une question éthique et une question aussi d'harmonie. Donc l'harmonie, ça comprend bien sûr le facteur écologique, mais ça pose aussi la question de savoir comment on utilise ces ressources, comment on développe ces moyens-là en fonction de toute l'espèce humaine
puisque ça pose toujours le débat des inégalités. Certains auront accès, d'autres non, et souvent au détriment d'autres encore. Donc c'est cette chose-là, c'est peut-être réussir à avoir une science plus éthique, mais c'est bien sûr fonction de la conscience et de l'ensemble des êtres humains, qui pour certains n'est pas très développé, mais si on regarde d'un point de vue global, qui a sa propre évolution. Il n'y a pas de jugement à poser dessus, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous échappe, mais il y a une évolution et on verra de ce côté-là. Alors passons au deuxième point, donc j'avais parlé du rayonnement affectif. Voilà. Ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui fait par exemple beaucoup d'effets dans le sens familial. Par exemple, l'impact que nos parents ont sur nous et que nous-mêmes nous aurons sur nos enfants. Au sens affectif, c'est-à-dire du lien émotionnel et au niveau des échanges de cœur, on voit qu'il y a une transmission. Alors au sens génétique, on peut dire qu'on va avoir cet impact transgénérationnel. Par exemple, lorsque nous-mêmes nous avons eu des émois, des doutes, des peurs, des fonctionnements qui ont duré toute notre vie ou qui se sont inscrits de manière suffisamment forte pour être appris, soit à travers nos gènes, soit à travers nos attitudes à nos enfants, eh bien on voit qu'on a un rayonnement qui va vraiment se transmettre de génération en génération et du coup faire admettre une façon de se comporter comme naturelle. Par exemple, on peut regarder que il y a quelques générations d'ici, il était normal d'être dur avec ses enfants, enfin ce que nous on appelle dur, c'est-à-dire de les battre, de les frapper. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. Pendant très longtemps, pour apprendre, il fallait aller vite. Et donc on n'avait pas le temps d'expliquer, et de toute façon c'était pas dans le regard des gens. La vie c'est rude, et donc on va travailler sur cette violence directement en donnant des baffes, en étant violent, le coup de ceinturon, et la personne va se former au contact de cette violence et comprendre que dans la vie, il faut vraiment user de violence pour contrer la violence. Et puis, il y a quelque temps, on a décidé que c'était plus si efficace que ça, il y avait une autre manière plus juste, plus pertinente d'éduquer, de partager à ses enfants. Et donc, on a commencé à parler d'écoute, de douceur, de choses qui sont plus féminines justement, puisqu'on avait cette approche plus masculine, c'est-à-dire plus dans la dureté, et ici on a été plus dans la douceur. Maintenant on voit que, comme je disais, quand on gagne on perd aussi d'un autre côté, le fait d'avoir une vie rude mais simple aussi, où on se posait pas trop de questions, ça donnait des gens, même si on peut dire de notre côté qu'on n'avait pas trop envie de ressembler à nos ancêtres, à nos aïeux, ça donnait une vie relativement équilibrée. C'est-à-dire que, en rapport avec la nature, directement, on avait des actions qui étaient très directes. Et du coup, on avait une société qui fonctionnait, même s'il y avait beaucoup d'inégalités, on avait une société qui fonctionnait. Maintenant, en nous posant plus de questions, on a une société mentale, beaucoup plus réflexive. Des gens qui n'agissent pas mais qui perdent leur temps aussi en tergiversation. Bien sûr, ça donne des gens qui sont plus poussés sur la finesse technologique et qui sont capables d'aller plus loin que les générations d'avant. De l'autre côté, ça donne aussi des gens plus doux mais plus mous. Des gens qui sont capables aussi dans leur sens propre de se développer très rapidement, puisque vous avez vu peut-être que vos enfants et peut-être que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants ont ce regard, cette intelligence des choses, ils comprennent très bien leur environnement. Ils ont des capacités physiques et psychiques très développées dès la naissance. Le problème, c'est ce qu'ils en font. Puisqu'étant éduqués dans une société où on n'agit pas, il y a ce problème de l'action. Et ici, donc, il y a le côté masculin qui s'est mis un petit peu en berne pour laisser la place peut-être à la féminité, à l'aspect féminin, on va dire. Mais il faut l'équilibre entre les deux, il faut que les deux participent à notre développement. Je gagne,
mais je vais perdre de l'autre côté. L'idée aussi, c'est que, ayant eu des sociétés beaucoup appuyées, alors au début c'était, si on retourne au niveau du Moyen-Âge et même avant, c'était sur l'aspect matériel. Il n'y avait pas de question sur ça. C'est beaucoup de, on va dire 99 ou 95% de la population était dans l'agriculture, dans les métiers artisanaux, qui avaient on n'avait pas le choix, hein, de père en fils, de mère en fille, on faisait des choses pour nourrir notre habitat, notre ménage, et on devait nourrir les bouches. Il n'y avait qu'une petite partie de la société qui était aisée, entre guillemets, qui dirigeait, mais c'était une classe à part. La plupart des gens avaient la nécessité de travailler de leurs mains pour amener la survie. Puis on a vu un petit peu plus de confort se poser et la religion se développer. Donc il y a un aspect spirituel qui s'est développé et les gens ont commencé à reposer, même si avant il y avait quand même tout ce qui était paganisme et la croyance en des esprits de la nature, des choses, des forces, des énergies en relation avec le monde invisible. Et puis le christianisme est arrivé, les religions monothéistes ou peut-être plus anciennes dans l'Antiquité polythéistes ont développé une vision où l'explication des phénomènes reposait sur des forces invisibles aussi, mais bien ciblées, avec qui on pouvait dialoguer et avec qui on pouvait essayer de négocier pour réclamer une faveur et influencer les choses en notre faveur. Donc cette vision-là a perduré pendant longtemps. Et il y avait un petit peu cette opposition entre la dureté de la vie et les choses qui étaient vraiment intransigeantes, la violence de la maladie, de la souffrance physique, et puis cet espoir sur le repos, cette crainte aussi de l'invisible, de la puissance supérieure, qui pouvait peut-être nous apporter quand même un certain réconfort, en se disant que grâce à eux, grâce à ces dieux ou à ce principe créateur, on avait la possibilité de vivre une vie meilleure, voire une vie après la mort. Donc c'était quand même assez réconfortant. Et finalement, arrivé à notre ère, avec le scientifisme qui a rejeté toutes ces croyances, on a une tendance à revenir à un monde matérialiste, mais pas un monde matérialiste simple où la violence seule règne, même si le monde est assez cruel, mais quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la visée du plaisir et du confort. Les gens aujourd'hui visent, et même dans les sociétés qui sont un petit peu moins développées, mais qui sont en développement, on voit que les gens cherchent le confort et ont rejeté la religion, mais recherchent la spiritualité. Cette évolution est donc intéressante puisqu'on est passé de quelque chose de non spirituel à quelque chose de spirituel mais contrôlé, puis aujourd'hui à quelque chose de spirituel mais non contrôlé, en tout cas par les instances religieuses. Et puis, on se rappelle à ce matérialisme. Il y a cette dualité entre matériel et spirituel. Et finalement, on voit qu'il y a cette intersection où on va rencontrer, et donc je reviens à ce deuxième point du rayonnement affectif, le principe matériel et le principe spirituel qui se rencontrent au sein de la relation affective. En effet, on voit que les familles ont ce conflit. En fait, par exemple, les parents qui n'étaient pas du tout intéressés par le monde spirituel, on va dire, et qui étaient uniquement dans une recherche de matériel, de réussite sociale, vont se heurter à la vision originale de leurs enfants qui, eux, vont rejeter assez fort ce confort matériel et se lancer, par exemple, on l'a vu par exemple dans les années 60-70 avec le mouvement hippie, où les gens se lançaient en quête d'eux-mêmes. Et leurs parents étaient plutôt dans le fonctionnement social habituel où on essayait de se débrouiller et de monter dans l'échelle sociale. Ici, c'est intéressant de voir que les deux se sont non seulement heurtés, mais se sont réunis. Et du coup, il y a des gens qui ont compris que l'aspect matériel n'a pas à être rejeté. D'ailleurs, si vous lisez un petit peu l'histoire de Bouddha, souvent nous on prend comme modèle les ascètes,
c'est-à-dire la personne qui se retire du monde, qui vit de manière très sobre, et c'est un modèle intéressant et qui permet effectivement de se consacrer à sa vie spirituelle, mais qui n'est pas le seul. En fait, la vie spirituelle n'empêche rien, on peut être dans le confort ou on peut être dans la sobriété. Ça n'a rien à voir. Mais des personnes comme le Bouddha connu, Shakyamuni, ont montré que l'ascétisme extrême n'apportait que une limitation de soi. Parce qu'en fait, c'était une sorte de rigidité. Et en fait, la souplesse amenait beaucoup plus de découvertes et la richesse intérieure était dans cette justesse par rapport à nos besoins et non pas dans cette extrémité qui donnait surtout de la souffrance et qui mettait finalement dans une règle. Le fait d'être libre s'amenait en se respectant, et respectant son corps notamment. Le fait donc, comme je disais, que les générations, le conflit entre générations amenait le matériel et le spirituel ensemble, à travailler au niveau du rayonnement affectif. C'est-à-dire que les nouvelles générations comprennent que à leurs enfants, elles peuvent leur apporter non seulement le confort, mais aussi l'ouverture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui on est capable de partager, même aux gens qui ne sont pas de notre famille, ce lien entre le monde matériel et le monde invisible, entre ce qui est tangible et ce qui est intangible. Et en fait, finalement, cette frontière entre l'être et le non-être, c'est vraiment la porte, le seuil qui va nous permettre de découvrir les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment rentrer. Parce qu'avant, on errait entre ce qui apparaissait et ce qui n'était pas visible, et on choisissait un camp ou l'autre. Aujourd'hui, on a le choix de ne pas choisir, c'est-à-dire de trouver dans notre propre intérieur ce que l'on va partager à l'autre, si on va lui partager un aspect concret ou si on va lui partager un aspect plus d'intériorité. Et au sein de nos sociétés, on voit qu'il y a beaucoup de cercles qui apparaissent, de yoga, des pratiques asiatiques d'ouverture, comme les arts martiaux, le qigong. On voit la méditation qui nous vient de l'Inde notamment. On voit les sciences du taoïsme avec la vision tout à fait non étiquetable des taoïstes. On voit aussi le zen qui travaille sur la pureté, qui nous vient du Japon, le bouddhisme bien sûr, qui vient du Tibet. On voit aussi tous les aspects chamaniques qui travaillent sur un rayonnement de la nature justement, et ce partage vient de cet aspect, comme je disais, de rayonnement affectif, c'est-à-dire que aimant l'autre, ayant envie de partager, on va rayonner notre propre intériorité par le dire, la parole, par les gestes qui vont partager, par la création en fait. On va créer dans ce sens de partage. On fait du lien. Et dans ce lien, on a envie de donner, d'offrir aux gens, de proposer une ouverture que les gens pourront prendre ou ne pas prendre. Et c'est ça que j'appelle le rayonnement affectif, c'est-à-dire que bien sûr, ça peut rejoindre un petit peu le rayonnement d'action, puisque finalement, je sépare les rayonnements, mais ils vont tous se toucher les uns les autres, échanger, ou bien peut-être même ne faire qu'un. Mais je les distingue pour pouvoir en parler. Le rayonnement affectif, c'est cette capacité à partager en parlant, en faisant, en innovant, mais à travers la communauté humaine, notamment en se regroupant ou bien en créant des choses, par exemple un club sportif ou un club écologique ou un club de réflexion ou un club artistique qui va permettre de rayonner et de proposer aux gens de s'intégrer à cette énergie de rayonnement. Si les choses que vous avez envie de faire, ça vous tient à cœur, mais que vous sentez que quand vous êtes tout seul, c'est un peu triste, eh bien vous êtes dans cette énergie de rayonnement affectif où vous avez envie de partager. Et en fait, c'est pas centré sur soi où j'ai besoin de m'expanser, de prendre le contrôle sur l'autre parce que c'est moi.
mais c'est plutôt une énergie de partage, de cœur, qui, par ce mouvement, cet élan, a besoin de faire comme cette vague, d'avoir son mouvement. Ce mouvement qui va avancer et puis prendre de l'ampleur. En fait, c'est vraiment comme une vague. Et cette énergie-là, cet élan, prend toute son extension, toute sa saveur, toute son originalité lorsque je la partage à l'autre. Et ça, c'est vraiment l'élan de ce rayonnement affectif. Voilà pour ces deux premiers rayonnements. Et puis, bien sûr, passons au troisième rayonnement, qui est le rayonnement silencieux. Alors ici, on va rejoindre toutes les tendances méditatives, c'est-à-dire le fait d'être. Vous avez peut-être déjà lu des histoires où la personne qui est toute seule dans sa grotte fait autant que la personne qui va s'impliquer politiquement. Alors les gens peuvent se poser des questions en se disant oui, mais si je suis tout seul isolé dans ma jungle, je n'apporte rien au monde. Par contre, la personne qui va découvrir, je sais pas, un moteur sans essence, ou bien la personne qui va se battre pour défendre les droits de sa communauté, c'est quelqu'un qui a une véritable action, alors que celui qui est dans la jungle et qui vit pour lui-même n'apporte rien à l'humanité. Eh bien, il faut savoir que ça n'est pas tout à fait vrai. Déjà d'une part, la personne qui vit toute seule, même si on ne la connaît pas, on sait qu'elle existe. On sait qu'il est possible d'avoir ce comportement-là. Et donc, du fait de seulement avoir la possibilité de faire ce genre de choses, que nous ayons des modèles de personnes qui explorent des contrées qui sont peu connues, c'est quelque chose qui est un modèle pour les autres. Et ce modèle de liberté, cet exemple même de possibilité, c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, imaginons que personne n'explorait les mers. Eh bien, les êtres humains de différents continents ne se seraient jamais rencontrés. Et donc, ces personnes qui ont osé s'aventurer malgré les dangers, malgré l'inconnu, nous ont proposé des modèles. Et même si elles étaient rares, même si ce n'était pas la majorité des gens, eh bien cette minorité nous a apporté une connaissance, une expérience. Et elle a proposé à l'ensemble de l'humanité d'aller dans cette direction de contact, de lien, de communication entre les divers continents et donc finalement entre les divers êtres humains. Et ça a donné une ouverture, un lien, un réseau. Et aujourd'hui, il est évident que nous sommes des êtres humains sur toute la planète et pas seulement sur une petite région du globe. Et ce partage de connaissances et d'expériences a été vital pour l'être que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, il en est de même pour les gens qui s'isolent. Ils nous donnent un modèle d'exploration. Et cette façon de vivre propose aussi ce partage dans nos sociétés. Puisque vous voyez que des ermites, on en trouve aussi au sein de la civilisation. Puisque peut-être c'est votre cas, on peut être un petit peu plus solitaire. C'est-à-dire que même si on vit en ville, ou qu'en tout cas on vit dans un endroit relativement technologisé, avec un certain confort, qu'on a des contacts avec d'autres personnes, on peut avoir tendance à ne pas trop se mêler, s'impliquer dans les affaires des êtres humains. Eh bien, on a un petit peu cette tendance d'ermite à se retrouver seul, peut-être dans un coin tranquille. Et même quand on est en société, même quand on est en famille, on peut ne pas avoir trop envie de communiquer. Donc c'est ça que j'appelle la solitude. Ça peut être plutôt cette intériorisation, cette intériorité vécue peut-être, hein, peut-être parce que c'est parce que je me sens dans un monde à part que je me retire du monde extérieur. Eh bien, il ne faut pas croire que cette personne qui a tendance à privilégier la solitude, même en société, n'apporte rien aux autres. Puisque le rayonnement énergétique, puisque sa présence est déjà de l'énergie pure, elle va déjà par exemple déranger. Si par mon comportement, par ma façon d'être, par mes vêtements, par mon attitude, je vais toucher les gens autour, même en les dérangeant, eh bien je participe au développement de la société. Puisqu'en pointant une originalité, je vais permettre à l'autre de se définir. Puisque déjà, par exemple, si je le dérange, eh bien lui-même sait que c'est pas ça qu'il veut pour lui-même. Et inversement, je sais que moi, je n'ai pas envie de lui ressembler. Et c'est quelque chose qui est très important pour se construire. Souvent, on regarde le modèle comme quelque chose qu'on a envie d'imiter. Mais on oublie que c'est aussi l'inverse. Par exemple, peut-être que vous, dans votre cas, vous avez plutôt été réfractaire au modèle de vos parents. Et vous avez fait complètement le contraire, ou en tout cas quelque chose de différent. C'est important, par exemple, si je vois que
dans mon enfance, on m'a interdit plein de choses, eh bien ça va soit me pousser d'un certain côté à avoir peur de tout, ce qui peut être considéré comme dommage. Je peux aussi avoir choisi de me dire que plus tard, quand j'aurai plus de moyens, je vais m'offrir la possibilité de faire des voyages, de rencontrer des gens, de faire un métier qui me plaise, et puis de faire des choses dont j'ai envie, et aussi de donner à mes enfants la possibilité de le faire. Et vous voyez que cette possibilité que j'avais sous les yeux, que j'ai vécue, m'a offert d'autres possibilités. Donc c'est ce rayonnement-là que je propose en tant que modèle silencieux, puisque me taisant, étant dans ma solitude, je donne cette énergie-là favorisant un élan chez l'autre. Et puis moi-même, par contraste, je vais rencontrer mon intériorité. Et c'est pour ça que souvent, on regarde la vie monacale comme favorable au développement spirituel, puisque étant isolé des sollicitations du monde extérieur, des désirs, des choses, des problèmes en fait en général, je vais pouvoir développer ma propre spiritualité et être en contact permanent avec mon être. Ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent. Bien sûr, on revient à qui gagne perd, hein, puisque si je m'isole, alors on va parler d'abord de l'isolement concret, c'est-à-dire je suis tout seul dans un lieu où il n'y a pas d'autres êtres humains, ou en tout cas très peu. Eh bien, cette solitude est intéressante, mais le problème, c'est que bien que la vie, bien sûr, me propose des challenges, hein, puisque je dois me débrouiller dans la nature de manière concrète, de manière pratique, et si je suis malade, je dois faire avec, si j'ai un ennui, je dois faire avec, et j'aurai pas forcément de personne qui va pouvoir me donner un coup de main. Donc c'est effectivement un challenge, mais il y a d'autres challenges, parce que quand je rencontre l'autre, je me rencontre moi. Et si je ne rencontre pas l'autre, je ne me rencontre pas non plus. Et le fait de pouvoir retourner en société, c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, peut-être vous avez déjà vu, mais je pense que comme c'est un film asiatique, la plupart d'entre vous n'en auront pas entendu parler. Il y a ce fameux film Printemps, automne, été, hiver. Non, ou un truc comme ça. Printemps, été, automne, hiver. Voilà, je remets les saisons dans l'ordre. Donc printemps, été, automne, hiver. Donc les 4 saisons. Et en fait, ça parle d'un vieux moine qui a recueilli un enfant qui a été abandonné. Et ça raconte leur vie à deux, puisque le moine vit reculé dans la montagne et c'est un moine bouddhiste ou zen je pense. Et il élève l'enfant. Et ça montre leur vie. Alors ça peut paraître très banal ou très insipide comme sujet, mais en fait c'est très riche parce que ça montre comment dans la solitude de ces deux êtres, il y a une profonde richesse. Et à un moment donné, l'enfant grandissant, il a besoin de vivre l'émulation de la rencontre avec les autres. Et il va quitter le vieux moine, mais vous verrez que ça n'est pas fini. Et en fait, pourquoi ce besoin de quitter la solitude pour aller rencontrer l'autre? Comme je vous disais, l'effervescence de nos sociétés, c'est quand même très important pour se construire. Peut-être vous avez envie d'être seul souvent et que vous dites les autres sont bêtes, pour rester poli. La société c'est vraiment pourri, tout est pourri, il vaut mieux rester tranquille dans son coin. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance que regardant notre visage d'être humain, on trouve que c'est pas très joli et c'est plutôt médiocre. Mais n'oubliez pas, quand on regarde quelque chose de négatif, il y a forcément un aspect positif, mais souvent nous on va l'ignorer. Et si vous regardez ce que notre société a fait, cette évolution incroyable au niveau technologique, au niveau des connaissances, au niveau de la maladie, de la santé, il y a tellement de choses que l'on peut soigner aujourd'hui qu'on ne pouvait pas soigner et qui étaient vraiment mortelles avant. Nos enfants ne vieillissaient pas, c'est pour ça qu'il y avait autant de naissances avant, c'est parce qu'il y avait un taux de mortalité incroyablement élevé. Et puis la possibilité de communication. Avant, on n'avait pas accès. Aujourd'hui, on réfléchit par rapport aux spiritualités orientales. Mais avant, même s'il y avait beaucoup d'échanges, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Il y a plein de choses auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui, mais qui n'étaient pas disponibles aussi facilement avant. Par exemple, la spiritualité, c'était quelque chose qui était réservé à un ensemble d'élites. C'était des gens qui avaient la connaissance. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la spiritualité, bien qu'il faille quand même chercher. Puisqu'il y a une spiritualité de vulgarisation et puis après il y a des choses qui sont plus pointues et bon, comme tout, hein, il faut s'investir.
et puis avoir un regard un petit peu de discernement, bien sûr. Mais le fait d'être en contact avec l'autre, c'est un rayonnement qui va me proposer. Son expérience va me nourrir. Et à ce contact, je vais grandir. Eh bien, ne vous trompez pas. La personne qui est isolée dans sa jungle, dans sa grotte, elle a ce rayonnement. Parce que, étant dans le contact avec sa propre vérité, sa propre réalité, énergétiquement, la distance n'a pas d'importance. Et donc, elle va pouvoir vibrer, avoir ce contact à la réalité qui va toucher toute la réalité, c'est-à-dire nous aussi. Par cet échange, eh bien, même si on ne sait pas qu'elle existe, elle va toucher l'inconscient collectif, elle va toucher la personne qui est à l'autre bout de la planète. Même si, bien sûr, on n'en a pas conscience, l'énergie de l'un va toucher ce réseau. Si on regarde d'un point de vue quantique, il y a un mouvement de particules qui va, comme on disait, un petit peu l'effet papillon, avoir une certaine énergie à un endroit, mais cette énergie va toucher un autre endroit. Et cet autre endroit va toucher. Et donc, vous voyez que ça forme un réseau quantique. Et en fait, l'être humain, il est impliqué par sa nature dans ce contact, dans cet inconscient global, qui fait que le rayonnement d'une personne a un rayonnement global. Et c'est pour ça peut-être que vous avez déjà entendu parler ou remarqué que certaines inventions se font à différents endroits de la planète, et que certains événements se produisent aussi à différents endroits de la planète, plus ou moins en décalage, mais en tout cas à des mêmes époques. Et il y a aussi une contamination, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'effet du centième singe, c'est-à-dire que, je ne sais plus à quelle époque, mais il y avait des scientifiques qui étudiaient le comportement d'une espèce de singe sur des îles, en Asie je crois. Et ils avaient remarqué quelque chose d'assez étrange, c'est qu'à un moment donné, il y a une famille de singes qui avait commencé à laver ces mangues qu'elle mangeait. C'était meilleur, ou peut-être qu'elle trouvait des bénéfices à laver la mangue. Et finalement, de l'autre côté de l'île, ils ont remarqué que d'autres singes commençaient à adopter le même comportement. Et au bout d'un moment, alors qu'il n'y avait aucune communication entre les différentes îles, les singes des îles voisines commençaient à faire la même chose. Alors ils ont remarqué qu'il fallait un certain nombre d'individus pour pouvoir étendre ce phénomène à d'autres individus qui n'étaient pas localement liés à ce fonctionnement originel. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le phénomène du centième singe, c'est qu'à partir d'un certain nombre d'individus, le phénomène va se développer à l'inconscient de tout le groupe et donc toucher des individus qui ne sont pas dans la même localité. Eh bien, vous avez cette extension-là. Lorsque l'ermite a son fonctionnement solitaire, en fait, son rayonnement est tellement puissant, tellement dans l'énergie, il va toucher les êtres humains dans leur globalité. Et c'est pour ça que certains espèrent que le niveau de conscience évoluera lorsque suffisamment de personnes, lorsque suffisamment d'individus comme vous et moi auront une conscience des choses, seront dans une spiritualité développée. Mais ça, je ne sais pas personnellement si ça arrivera ou si c'est une réalité, mais on peut penser que si ce n'est à l'échelle humaine, on a un certain rayonnement. Et donc, le silence, c'est-à-dire le fait de ne pas intervenir particulièrement, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, mais le fait d'être ce que l'on est, le fait de vivre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire dans cette simplicité, c'est déjà rayonner, simplement par la présence. Par exemple, on peut faire ou ne pas faire, on peut intervenir dans la société ou ne pas intervenir, mais le fait d'être tranquille, ça va déjà communiquer aux gens autour de nous cette tranquillité. Le fait d'aimer, ça va déjà communiquer aux gens cet amour. Le fait de goûter la vie, le fait d'avoir cette expérience directe des choses, c'est quelque chose que l'on va vibrer. Et donc, on va le partager, les gens vont le goûter également. Et c'est un petit peu comme ces proverbes, je ne sais pas si c'est indien, mais en fait c'est un yogi qui disait « Le goût du pudding est dans le pudding ». C'est-à-dire que si vous racontez aux gens comment ça goûte le pudding, si vous dites bah, le pudding c'est sucré, la texture c'est ceci, cela, la personne va essayer de s'imaginer. Mais n'ayant jamais goûté de pudding, elle ne pourra jamais vraiment avoir l'expérience. Mais si elle goûte ce pudding, eh bien là, elle va découvrir ce que c'est réellement et peut-être elle va en être vraiment transformée. Eh bien c'est pareil, dans le silence intérieur, dans ce partage de
du simplement être, eh bien l'ermite, le solitaire, nous permet de goûter. Ça peut paraître étrange, mais c'est ça. C'est un partage directement dans l'énergie, dans la conscience. Le rayonnement silencieux, c'est le fait de faire goûter aux gens. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont allés en Inde ou dans d'autres endroits pour être en présence de certains maîtres, de certaines personnes, de certains sages qui leur permettaient de goûter directement. Parce que dans les livres, c'est bien beau, mais ça ne fait souvent que façonner des philosophes, des intellectuels de la spiritualité. Mais pour pouvoir vivre la chose, il faut être en contact avec ça. Et du coup, le rayonnement silencieux qu'on peut faire aussi en société, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est isolé dans la jungle ou dans la société qu'on est différent, c'est le fait de rayonner par le silence. Le silence, c'est le fait de ne pas être agité par les manifestations, par les phénomènes extérieurs ou même intérieurs. C'est l'expérience de tout ce qui se présente là maintenant, et puis de le laisser être, puis disparaître. De ne pas en être perturbé et ne pas centrer la chose sur son propre individu ou son ego, comme on veut. C'est ça le rayonnement silencieux. C'est quelque chose qui, en fait, simplement, c'est être l'être humain que nous sommes, sans plus, sans moins. Et c'est un rayonnement qui va avoir un impact énorme. Moi, je l'ai constaté puisque quand je rencontre des personnes, elles se calment. Les gens autour de moi aussi changent. Alors ça ne veut pas dire que j'en suis le responsable, mais ça participe à un rayonnement global et eux-mêmes participent à mon propre développement. Et en fait, c'est un rayonnement qui va avoir faire intervenir beaucoup de paramètres qui nous échappent. Et c'est quelque chose d'assez magique, assez incroyable. En fait, c'est simplement l'observation que la vie se déploie sous toutes ses formes, sous tous ses prétextes, sous toutes ses formes. Et nous y participons, nous en faisons partie et nous sommes la vie. Finalement, si on regarde un petit peu les trois rayonnements dont j'ai parlé, donc le rayonnement d'action, le fait de créer des choses fonctionnelles, matérielles, concrètes, eh bien c'est aussi un rayonnement qui va parler aux gens. Si on regarde le rayonnement affectif où je vais partager par la parole, par mon cœur, les choses qui sont les miennes, eh bien il y a aussi la possibilité d'induire une action chez l'autre et puis de voir que moi-même je vais accéder à ce silence intérieur puisque l'autre dans son affection va me ramener une certaine paix, une certaine joie et favoriser le développement, ce contact à ma propre personne et donc à mon être. Et puis le rayonnement silencieux, le rayonnement du fait de retrouver ma propre solitude, mon propre intérieur, c'est quelque chose qui va peut-être donner l'envie d'agir, de faire des choses avec l'autre, de me retrouver dans ce partage. Vous voyez, finalement, on pourrait dire rayonnement tout court. Le rayonnement, c'est important. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans la tristesse, qui s'isolent, mais pas dans le rayonnement silencieux, mais dans le non-rayonnement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve délicat, difficile dans nos sociétés. Notre fonctionnement est assez malade, dans ce sens où on va étioler cette énergie et couper l'élan des gens, la motivation, le désir, ou couper le partage entre les gens. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo sur le rayonnement, pour encourager, pour partager cette joie, ce besoin de rayonner. Parce que sans rayonnement, je pense qu'on perd une grande partie de notre humanité. Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de dire. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez bien, passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.